Alors le contexte du projet Renouer, c'est un contexte qui est partagé. À la fois parce qu'il y a des éléments de ce contexte qui ne changent pas, par contre il y a des éléments de ce contexte qui ont énormément évolué. Les éléments de ce contexte qui ne changent pas, on a toujours besoin de se loger, on a toujours besoin de se construire, on a toujours besoin de se développer, d'une certaine façon certes, on a toujours ces besoins essentiels qui sont là. Mais en même temps, des choses très importantes ont évolué. On ne peut plus parler de l'énergie comme on le faisait avant, on ne peut plus parler du foncier, de son gaspillage, comme on le faisait avant. On ne peut pas parler de la biodiversité, des ressources naturelles, comme on le faisait avant. Dire qu'aujourd'hui, il nous faut répondre à ces besoins essentiels premiers, mais avec le contexte du XXIe siècle, avec une tension sur les ressources naturelles, une tension sur l'énergie, un problème climatique et un problème biodiversitaire majeur. Donc c'est comment on arrive à faire ces choses-là, en intégrant vraiment, en mettant au cœur de ces projets, ces problématiques. Le projet Renouer commence au premier trimestre 2012. 5 sites de 5 communes de la région Nord-Pas-de-Calais ont été sélectionnés par ENRX pour participer à une expérimentation qui a pour visée le renouvellement urbain et écologique des espaces ruraux. Les 5 sites sont les suivants. Le quartier de la Verrerie Blanche à Anor, le château des Douaniers à Fresnes-sur-Escaut, la place de l'Abbaye à Marchiennes, la ferme Bigot à Ferques, le moulin Boutoil à Guines. Un partenariat très large a été établi, des comités de pilotage ont été constitués, des cabinets d'urbanistes ont été missionnés et des visites de sites ont été organisées. On est sur un type de patrimoine qui est assez modeste, mais en même temps qui est réel, qui correspond à une partie de l'histoire de la commune et du territoire, son histoire industrielle. Et on est effectivement sur un patrimoine qui évolue souvent assez mal, qui est souvent très modifié. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de montrer qu'on peut se réapproprier ce patrimoine, qu'il a des qualités, qu'il raconte quelque chose du territoire et qu'on peut se le réapproprier pour des usages actuels, qu'ils soient en logement ou en autre, en y instaurant de la qualité de vie et de la qualité d'usage. Pourquoi la commune de Guines a souhaité candidater à ce projet Renouer ? Pour rénover ce bâtiment qui est quand même un patrimoine. Et éviter que ce quartier devienne un carrefour, qui devienne trop urbanisé. Et on est un peu un coin vert en même temps. Puis surtout la rénovation du moulin. Le projet Renouer, les attentes, c'est qu'il nous aide à structurer notre projet, à aboutir à un programme défini qui nous permette d'assembler au sein de cet ensemble l'ensemble des fonctions qu'on veut y développer de manière cohérente et qu'ensuite on n'ait plus entre guillemets qu'à l'appliquer. C'est-à-dire, une fois qu'on aura le programme, c'est déterminer le projet derrière et donc derrière, le mettre en pratique tout simplement. Donc le blé est arrivé là, est entreposé dans ces silos. Si vous voulez, nous dans le projet, je ne vais pas vous dire qu'on va tout laisser en l'état, c'est pas vrai. Non, mais on souhaite intégrer une partie de mémoire du site. Récupérer, oui. Ouais, et puis garder un peu l'âme et peut-être l'explication de la fonctionnalité du site, quoi, du lieu. Sentimentalement, c'est ce qui me convient le mieux, c'est ce qui nous convient tous le mieux. Ça fait 20 ans que cette friche ne fonctionne plus. Même s'il n'y a pas vraiment des caractères remarquables, il y a le côté agricole et industriel en même temps. Donc on joue un peu la carte d'identité de la région ici. Voilà, la réhabilitation c'est matériel, mais l'identité, le regard des gens, aussi la mémoire, c'est quelque chose d'immatériel, donc on ne peut pas mettre la calculette et dire ça a coûté ça. Franchement, c'est beaucoup plus. Alors l'idée, c'est pas de réhabiliter pour réhabiliter, c'est de réhabiliter avec un projet. C'est-à-dire qu'il faut investir ou réinvestir les lieux pour leur redonner un fonctionnement d'utilité en fonction des besoins de la population, en fonction des besoins de la société, et voilà, de permettre à des bâtiments de retrouver une seconde jeunesse. Parce que nous avons beaucoup d'idées, nous avons beaucoup de projets. Je crois que c'est vraiment le moment de se poser un peu et puis d'être conseillé aussi sur... voilà. On a beaucoup d'idées, bon, maintenant...
beaucoup d'interrogations. Donc c'est vraiment, ça tombait à pic, quoi. Seul, je ne sais pas si on aurait osé, si on aurait eu les moyens vraiment de le faire. En septembre 2012, un voyage d'études transfrontalier a été proposé. Objectif, ouvrir des perspectives et donner des idées aux membres du projet Renouer. Différents lieux ont été visités. À Onscode, par exemple, un ancien bâtiment agricole est devenu siège de la communauté de communes de Flandre. Une équipe municipale qui souhaitait réhabiliter un bâtiment ancien pour en faire un équipement nouveau dont ils ont besoin de leur commune, n'ont pas attendu les parcs NRX pour le faire. Ça se fait depuis fort longtemps. La question qu'on posait, nous, c'est comment on sort d'une logique ponctuelle, de réflexion au cas par cas, à une politique de renouvellement du tissu bâti. C'est ça la question qu'on a posée. Donc dans le projet Renouer, il y avait cette notion des 3 échelles, de l'échelle du bâtiment, de l'échelle 2 et de l'échelle 3, l'échelle du quartier, l'échelle du territoire. Et en programmation, c'est important puisque tout est un petit peu relié. Et quand on réfléchit au devenir d'un bâtiment, on regarde d'abord le bâtiment lui-même et ce qu'on appelle le génie du lieu, c'est-à-dire ce qui peut inspirer de par son patrimoine, son histoire, la mémoire et aussi son potentiel architectural, c'est une première chose. Mais tout ça, c'est nourri par aussi les volontés de la commune, le projet politique est porté, les axes qui sont le plus confortés, ça peut être une politique culturelle, une politique sportive. C'est également lié à l'offre et aux besoins en termes d'équipement public, directement corrélé aux dynamiques démographiques. Si on a un vieillissement de la population, on va avoir besoin de tel ou tel équipement. En revanche, si on est sur une population très jeune, avec une population active importante, on va développer plutôt d'autres services à la population. Donc ce qui est important, c'est de regarder ce qu'on appelle l'ancrage local, qui permet de déterminer un peu les besoins en termes de services et d'équipements à la population. Le diagnostic, c'est le moment où justement ceux qui connaissent leur territoire parce qu'ils y sont nés ou ils y vivent depuis 20 ou 30 ans, ils croient le connaître et justement l'intervention professionnelle leur donne à voir une autre dimension. Un fonctionnement du territoire intégré dans un réseau plus large de communes, de villes, dans une dimension régionale. Un diagnostic aussi qui révèle l'état des bâtiments, ce qui va être possible ou pas de faire. Tout bâtiment ne peut pas intégrer toute nouvelle fonction. C'est cet aspect révélateur du diagnostic qui est intéressant pour tout le monde. Parallèlement à ces diagnostics, des temps de concertation avec les habitants ont été organisés. On aimerait un petit peu vous entendre sur votre perception de ce site-là. Qu'est-ce qui vous vient en tête et comment, dans l'idéal, vous l'imagineriez? Une ferme pédagogique. Et comment vous voyez ça à l'intérieur? Avec des chevaux, des vaches. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait penser à ça? C'est parce que c'était déjà une ferme avant. Et nous, au niveau association, on imaginait ça avec un chantier-école. Ouais, on avait dit pourquoi pas créer des chambres d'hôtes en prévision, puisqu'on est classé. Ouais, c'est ça, donc on s'imagine, puisque ça peut un jour amener des personnes qui vont vouloir découvrir le patrimoine minier, quoi. Quand même, le château des douaniers en fait partie. Et puis le haut, on s'était dit, on peut le partager au niveau des associations, l'ouvrir à toutes les associations et créer une crèche aussi à l'intérieur. Comme ça, le château servait à tout le monde. Vous avez à Montigny-en-Ostrovan, ce qu'on appelle le château de Montmorency. Le château de Montmorency, pour ceux qui connaissent, c'est un château qui était à l'époque en ruine, a été racheté par le Conseil général du Nord, est devenu un restaurant CAT, un centre équestre. On a un contexte similaire, on n'est pas dans un quartier résidentiel à l'origine, on n'est pas dans une zone bourgeoise. Et ils ont su enfin un projet, un contexte très intéressant et un outil de travail. Le CAT donc fait travailler les personnes d'origine handicapée, que ce soit la partie centre équestre et la partie restauration. Et ils ont créé, je reprends votre idée, ils ont créé dedans des chambres d'hôtes. Je pense que c'est ce genre de projet qui peut être très intéressant pour une commune comme Fresnes. On a besoin de projets qui attirent, on a besoin de projets pour se faire connaître. Ça c'est clair. Lorsqu'il s'agit de créer des choses, il est essentiel que la population soit alors au minimum informée, qu'elle soit au courant du projet avant, et puis 3, qu'elle puisse
dire son mot au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Il faut essayer au maximum d'avoir une vision collective. En avril 2013, une journée de débat et d'échange s'est tenue au CIUE de Lille. L'occasion pour chacun des acteurs du projet de donner son point de vue sur l'état d'avancement de cette expérimentation. Effectivement, c'est des territoires à échelle humaine et ça permet de pouvoir travailler la concertation de façon... Enfin, j'ai pas envie de dire concertation, c'est de la participation en fait réelle des habitants au projet. On peut les associer au plus près. Il y a souvent des tissus associatifs assez forts sur lesquels on peut s'appuyer pour faire des choses. Donc ça, pour nous, c'est une vraie spécificité du milieu rural et on pense que pour réussir des projets dans ces tissus-là, il faut vraiment prendre en compte cette dimension humaine, l'intégrer et s'appuyer dessus. Ensuite, il y avait le côté aussi pragmatique, on est en milieu rural, il y a des spécificités locales, on a des tissus d'acteurs, des degrés de maturité, des sensibilisations des élus aussi. Donc nous, sur Anor, on a pu voir que les élus étaient très sensibilisés au montage de projets de reconversion. Par contre, tout ce qui est la dimension paysagère, ça c'est vraiment quelque chose que l'étude leur a apporté, qu'ils n'avaient pas forcément vu en amont. Alors que sur FERC, c'était vraiment la dimension urbaine que vous leur avez donné à voir. On a des outils de base, mais la méthode, on l'adapte en fait au tissu local, on la discute avec les élus et les techniciens pour être en fait au plus près des réalités de la commune. Voilà, c'est des projets, on a envie de raconter les questions qu'on se pose. Donc ce qu'on a convenu, c'est de profiter de la fête des voisins pour parler de ce projet. Nous, on va faire une espèce de maison du projet du coup le temps de la soirée. Et voilà, on a un peu dessiné avec la ville ce parcours qu'on ferait, les personnes qu'on rencontrerait. Donc c'est aussi se rendre compte de l'échelle des choses pour les habitants qui, quand on voit un plan, ne se rendent pas forcément compte de l'impact réel sur leur quotidien. Comme ça fait plusieurs années que je suis ici sur FERC, je suis venu voir un peu l'évolution du quartier, quoi. C'est vraiment caractéristique de la région et ça aurait été malheureux de tout laisser à l'abandon puis de tout raser, quoi. Dans les alentours, on n'a que des bâtiments qui sont en parpaing et il n'y a plus le vieux bâtiment d'autrefois comme il y avait. Il y avait encore une autre ferme là-bas, mais elle est partie sur le terrain des carrières, donc elle est vouée à être rasée et à disparaître. Donc il fallait garder quelque chose pour que les enfants aient une trace du patrimoine historique de la commune, quoi. Ce serait une route. Moi je voyais une voie piétonnière un peu avec une cendrée dessus. Ouais, j'embête le monde, hein. Avec une cendrée rouge dessus, comme ça, il y a les mamans qui peuvent se promener avec leurs poussettes, des choses comme ça. Ou les enfants faire un petit peu de vélo. Le principe, c'est qu'un projet comme ça, c'est un projet qui demande quand même du temps. Et du coup, pour ce qu'on appelle un phasage, c'est-à-dire qu'on exécute le projet en plusieurs temps, on voulait que dans un premier temps, ce soit justement plutôt un chemin plutôt qu'une route en enrobé. Et voir comment déjà le chemin fonctionne, est-ce qu'il est emprunté, est-ce que les voitures l'empruntent, etc. Et en fonction de l'évolution du site et des potentielles constructions ou non qu'on a situées ici, après on peut transformer le chemin en route. Mais ce serait la première étape, ce serait d'abord de faire un chemin. Il se trouve qu'en matière d'urbanisme, jusqu'à maintenant, dans les communes rurales, finalement, c'était assez simple, hein. C'était soit un propriétaire privé qui venait déposer un permis de construire pour lui-même, soit un lotisseur qui venait rencontrer le maire et qui lui proposait un projet clé en main. Et c'est comme ça que se sont construits les villages. Le rôle des parcs aujourd'hui en milieu rural, c'est de faire comprendre que dans un village, on peut parler d'urbanisme et que l'urbanisme, ça se réfléchit avec des professionnels, que le maire ne doit pas rester tout seul face au projet clé en main du lotisseur, même si ça lui paraît simple, et que dans une démarche d'urbanisme, il y a aussi l'association des habitants à la réflexion du projet collectif. Les parcs sont des acteurs de la concertation en ce sens, de faire prendre conscience aux élus locaux de la façon dont on porte un projet urbain finalement. Et je revendique le fait de parler de projet urbain, même si on s'adresse à un village de 2000 habitants ou moins que ça.
C'est l'urbanité au sens comment on vit ensemble. Oui, mais si vous avez des personnes âgées là, ils vont râler, hein, avec de la musique. Ah, ça c'est pas un problème, pourquoi pas, il n'y a pas d'âge pour faire de la musique. Ah non, moi c'est le bruit, du bruit, là vous parlez du bruit. Vous parlez du bruit, pour le bruit. Ah, s'il y a un local destiné à cet usage-là, c'est forcément un local qui est conçu pour. C'est-à-dire qu'il est insonorisé, évidemment. Oui, à partir du moment où on est dehors à côté, on n'entend pas, ou très peu en tout cas. Quelque part, on réinvestit un lieu où il n'y a plus vraiment de vie et c'est quand même un lieu idéal pour que nos enfants et nos jeunes puissent vraiment avoir l'opportunité de réinvestir un cœur de village en fait tout simplement. Et oui, ça a de l'âme ici. Et ça me plaît beaucoup cette idée de pouvoir profiter d'un lieu où effectivement on vient pas juste dans un truc très stérile, très jusqu'avec des murs blancs, voilà exactement. Là on a la possibilité de vraiment faire en sorte que ce lieu-là ait de l'âme et que ce soit vraiment encore plus vivant. Donc ça c'est chouette. Moi ce qui m'a marqué, c'est qu'on est parti dans toutes les communes sur une question posée par un bâtiment. On a un bâtiment là, sur les bras, planté, en train de s'abîmer. On ne sait pas quoi en faire. Et au bout du compte, après un diagnostic posé, après un travail de ce qu'on appelle la programmation, donc de réflexion sur qu'est-ce qu'on allait pouvoir en faire, c'est tout le fonctionnement du village, selon la taille du village, du quartier, qui est réinterrogé. C'est cette prise de conscience qu'on ne peut plus réfléchir petit bout par petit bout, mais qu'on gère une commune et son évolution dans une réflexion globale. Et je crois que cette découverte-là, c'est celle notamment qui a été faite à Marchienne. Elle a surpris tout le monde. À Marchienne, en effet, l'équipe d'urbanistes a proposé une opération d'ensemble qui permettrait de développer un nouveau quartier et de réhabiliter les bâtiments du XVIIIe siècle. Certaines bâtisses autour de la place pourront accueillir des logements. Une autre permettra de regrouper des services administratifs. Dans l'ancienne brasserie, transformée en médiathèque et office de tourisme, un espace de télétravail pourrait être créé. Lorsqu'on regarde la globalité complète du projet, pour moi, à mes yeux, c'est superbe. C'est vrai que je n'avais pas vu ça comme ça et au départ, je vous dirais même que j'étais un peu sceptique sur ce que vous alliez nous rendre. Ah oui, je le dis, je suis honnête. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, entre guillemets, j'ai peut-être pas tout compris, mais j'ai compris beaucoup de choses. Et le phasage sera très important, mais effectivement, si on arrive à réaliser ne serait-ce que déjà une partie de ce qu'il y a de marqué là sur ce document, je pense que Marchienne va changer de visage et ça va faire du bien. À Anor, 10 logements du Coron seront réhabilités. Dans la halle industrielle attenante pourrait être créé un espace multisport ainsi que des ateliers. Sur le site, à côté d'aires de jeux pour enfants, on trouvera des jardins familiaux et un lieu de rassemblement pour le départ des randonnées. La verrerie blanche accueillera un nouveau quartier d'habitation dont le plan est conçu pour donner un maximum de vue sur le paysage bocagé et répondre aux enjeux de préservation de l'environnement. À Ferques, dans les anciens bâtiments d'habitation de la ferme, seront aménagés des logements locatifs. Les granges accueilleront le centre de loisirs et la maison des jeunes. Sur les terres attenantes, des maisons pourraient être construites sur un plan d'aménagement qui permettra de concilier la densité et les espaces ouverts. À Guines, après réhabilitation des bâtiments, le moulin rassemblera sur un même site plusieurs services, ceux de la communauté de communes et du centre intercommunal d'action sociale notamment. Sur place, on trouvera également l'office de tourisme et des entreprises d'insertion. Des espaces seront mutualisés entre ces différentes structures. Le rendu de l'étude est le fruit d'un travail, encore une fois, collectif, avec des gens qui ont apporté pour chacun d'entre eux leurs compétences, leurs connaissances, leur dynamisme, leur esprit de créativité que tout le monde n'a pas forcément. Je crois qu'il y a beaucoup d'élus qui voudraient avoir l'opportunité dans leur mandat de pouvoir travailler sur un projet de ce type-là, parce que on est dans l'environnemental, on est dans l'urbanisme, on est aussi dans l'humain.
loin. Enfin, c'est un vrai projet de territoire qui va transformer finalement notre communauté de communes, quoi. Et je pense qu'il y a nécessité de communiquer donc aujourd'hui auprès de nombre d'élus qui se trouvent sûrement donc confrontés à un certain nombre de situations et notamment donc de réhabilitation de bâtiments donc industriels ou agricoles qui ne demanderaient sûrement qu'une seule chose, c'est-à-dire de revivre, quoi, en fait, hein, et de pouvoir accueillir justement d'autres services éventuellement que ceux qu'on va proposer à notre population. Mais il y a de belles opportunités et effectivement je conseillerais à tous mes amis élus de réfléchir donc à ces possibilités et à saisir donc Anix pour pouvoir venir les aider en tout cas donc à penser donc l'avenir du territoire et l'avenir de leur commune, quoi. À Fresnes-sur-Escaut, avec l'accueil de nouveaux logements dans le quartier du Trieux, le projet prévoit l'installation d'un maraîcher ainsi qu'un point de vente de la production. Lieu historique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, les touristes pourraient, après avoir visité les lieux, être accueillis sur place dans un restaurant et profiter du parc paysager. L'espace disponible rend aussi possible la création d'ateliers et de résidences d'artistes. L'ensemble de ces études préconise l'utilisation d'écomatériaux et intègre des solutions pour équilibrer performance énergétique et préservation des caractéristiques du patrimoine bâti. Maintenant, voilà, on a 5 visions de ce que ces bâtiments vont pouvoir devenir, de ce qu'ils peuvent apporter à la commune pour l'avenir, hein, de comment ils pourraient fonctionner, à quoi ça pourrait ressembler. Maintenant, il faut mettre en œuvre. Et c'est tout l'enjeu de maintenir une qualité imaginée d'un projet au moment où on passe à la réalisation concrète. Le parc, alors là, nous avons besoin de lui parce que c'est lui qui va être, comment dire, le garant, la caution, le centre, le lieu ressource de tout ce qu'on va faire après, quoi. Combien de temps ça va prendre pour voir les réalisations? Eh bien, ça dépend des projets. J'imagine qu'il faut bien 3-4 ans ou 4-5 ans avant que tout ça soit complètement opérationnel. On sait très bien que quand il faut aller chercher notamment des financements et établir donc des dossiers pour que ces projets-là avancent, on sait très bien que tout ce qui est administratif est quand même relativement long. Donc c'est long et c'est court à la fois, mais effectivement on a hâte à ce qu'on puisse rentrer dans les premiers bureaux, quoi. C'est un projet qu'il faut garder en ayant à l'esprit que ça sera un projet long et que c'est un projet qui va changer aussi la physionomie de la ville. On verra donc les résultats de ces projets. Certains peut-être n'auront pas atteint les objectifs qu'on s'était assignés, d'autres sans doute. Donc il sera, pour ceux qui auront atteint les cibles, entre guillemets, il faudra voir comment on peut réaliser ce projet-là, mais en regardant comment on réalise ce projet-là, voir comment la façon dont on le réalise peut être reproductible ailleurs. Il va falloir être assez vigilant sur ce qui a permis de conduire ce projet, des freins qui ont éventuellement pu se faire jour sur ce projet, de voir tous les ressorts qui ont permis ce projet pour voir s'ils sont duplicables et à quelles conditions ils sont duplicables pour que l'ensemble de territoire, le parc en l'occurrence, mais aussi l'ensemble des régions de Nord-Pas-de-Calais puissent bénéficier de ces apports.